Bonjour, bienvenue dans l'émission Éclairage que j'ai le plaisir de vous présenter avec Alain Juillet, président d'honneur du Club des directeurs de sécurité des entreprises et ancien haut responsable à l'intelligence économique auprès du Premier ministre. Nos invités aujourd'hui, Bernard Barbier, expert mondialement connu en cybersécurité, ancien directeur technique de la DGSE et aujourd'hui président de Bibi Cyber. Et puis Jean-Louis Gergorin, ancien directeur de la stratégie d'EADS, professeur à Sciences Po et auteur du livre Cyber, la guerre permanente. Rappelons les faits qui sont à l'origine de notre émission d'aujourd'hui. En février 2019, le président Trump annonce l'arrivée de la 5G, mais les États-Unis demandent que l'on ne prenne pas la technologie proposée par le chinois Huawei, qu'ils accusent d'espionnage. En dépit des dénégations du président de Huawei, tous les autres membres du réseau échelon, les fameux Five Eyes, et donc les 4 autres, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, se rallient à la position américaine, tandis que l'Europe subit d'énormes pressions pour en faire de même. Pendant ce temps-là, la plupart des pays asiatiques, les Africains et les Sud-Américains commencent à s'équiper en 5G. Bienvenue dans Éclairage, histoire d'y voir plus clair. Bonjour Alain, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors Alain, les explications sur les causes. Alors, on dit beaucoup de choses de Huawei actuellement, mais il faut savoir d'abord que le nom de Huawei, en chinois, ça veut dire fleur et réussite. Donc c'est déjà un symbole. Et c'est un groupe qui est très puissant. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est la vitesse à laquelle il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Car c'est une société qui a commencé en 1987, dans une zone économique à Shenzhen qui est près de Hong Kong, pour les spécialistes de la Chine, c'est à Contre-Canton et Hong Kong. Et c'est dirigé par un ancien officier, et membre du Parti communiste chinois bien sûr, qui s'appelle M. Ren Zhengfei, et qui est un homme qui a vraiment poussé son entreprise avec une caractéristique qu'on n'a pas souvent. L'entreprise est détenue par tous ses salariés, à l'exception de 1,4% dont il est possesseur. C'est une société qui est extrêmement motivée parce que tout le monde est actionnaire. Dès sa création, elle s'est spécialisée dans l'informatique et les télécommunications. À partir de 2009, elle a basculé dans les téléphones portables, où elle est seconde au niveau mondial devant Apple et après Samsung. Et elle est devenue, en 2010, le deuxième fournisseur mondial en réseau de télécommunications. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que nous en parlons, c'est un des principaux fournisseurs de solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud. Alors juste pour le préciser, son chiffre d'affaires actuel est de 108,5 milliards de dollars, donc ce n'est pas une petite entreprise. Et chose encore plus intéressante, cette entreprise a eu une croissance de 21% en 2018 par rapport à 2017. Donc nous sommes face à un très grand groupe, très rapide, très puissant, et qui évidemment est en train de se développer au niveau mondial. Alors Alain, la campagne actuelle montre que les Américains ont décidé d'attaquer directement Huawei par tous les moyens possibles. C'est-à-dire qu'ils l'ont d'abord choisi comme cible, parce que ça représentait à l'évidence le plus grand danger concurrentiel pour eux. Mais alors ils l'ont fait en utilisant 2 moyens. Ils ont déstabilisé cette entreprise en utilisant 2 moyens afin d'éloigner les acheteurs potentiels, parce que le but il est là, c'est clair. Alors, premier temps de l'opération, on arrête à Vancouver au Canada le 1er décembre, donc il y a relativement peu de temps, la directrice financière Meng Wanzhou, qui est la fille du président de Huawei. Et elle est accusée comme dirigeante de non-respect des lois extraterritoriales américaines, ça on connaît parce qu'on l'a vu en France aussi. On l'accuse de corruption et on l'accuse d'espionnage. Et cette accusation, qui a été très médiatisée, il faut bien le dire, avait pour objectif de donner une image négative, bien entendu, et de semer le doute sur les pratiques du groupe. Ensuite, c'est le deuxième temps, on a eu toute une série de déclarations d'officiels américains, directement ou indirectement, qui ont dit que Huawei utilisait ces outils pour espionner les États, les pays et les entreprises. Donc c'était la deuxième vague. Et puis, on a quand même le président Trump, donc vous savez, c'est le roi du tweet, sur Twitter. Le président Trump a complété l'action en février 2019 par un tweet où il a dit qu'il fallait absolument que l'Amérique ait le leadership dans la 5G et la 6G, c'est-à-dire même l'étape suivante. Alors, donc on est dans une bataille qui est bien lancée maintenant. Et Huawei s'est laissé faire ?
Bien d'abord, ils ont été visiblement surpris, ils s'y attendaient pas. Hein. Ça, je crois que là-dessus, il n'y a pas le moindre doute maintenant. Ils n'ont pas vu le coup venir, mais alors ils ont réagi ensuite à la chinoise, ils ont pris leur temps, mais ils ont réagi de manière différente. D'abord, ils ont rappelé les déclarations d'Edward Snowden sur l'espionnage à travers la NSA, en disant que la NSA, et en rappelant que la NSA avait fait une étude sur Huawei, et qu'après cette étude où ils étaient rentrés dans Huawei, ce qui est de l'espionnage industriel, bien sûr, hein, eh bien, ils n'avaient rien trouvé. Et ça, c'est Snowden qui l'avait informé. Et puis, ils ont également rappelé une deuxième étude qui avait été faite par les Canadiens en 2010, et dans laquelle, la même chose, où les Canadiens avaient conclu en disant on n'a pas trouvé d'espionnage, on n'a pas trouvé de backdoor, comme on dit, qui permettent aux Chinois de faire de l'espionnage. Alors ça, c'était première réaction, je dirais, directe. Hein. Alors après, il y en a une seconde qui est beaucoup plus chinoise. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à arrêter des Canadiens... Chinoise ou sournoise? Je ne dirais pas ça, je dirais chinoise. Hein, où ils ont arrêté 3 Canadiens, successivement, hein, qui étaient là, un diplomate, un homme d'affaires, et puis derrière un trafiquant de drogue. Et là, ils n'ont pas molli le trafiquant de drogue, ils l'ont condamné à mort. Donc là, ils ont quand même tapé fort. Et on peut noter que face à cette réaction, les Canadiens ont libéré sous caution la fille du président. Donc mais elle n'est pas pour autant tirée d'affaire, parce que la procédure d'extradition aux États-Unis continue, et qu'on sait très bien que si elle part aux États-Unis, et nous le savons bien ici, puisqu'on en a parlé à une récente émission, hein, et bien à ce moment-là, les choses seront beaucoup plus difficiles pour elle. Merci Alain pour cette mise en lumière de l'approche du cas Huawei. Alors messieurs, quelle est la différence entre la 4G et la 5G d'abord? Qu'est-ce qu'il y a de mieux, sachant qu'il faut multiplier les antennes et les relais pour que la 5G soit vraiment efficace? Bernard Barbet. Alors pour la petite histoire, je vais rappeler que moi, en dehors de la cybersécurité, je suis aussi un expert dans les nanotechnologies. Donc je suis resté 10 ans dans le chaudron grenoblois. Et à la fin, j'ai dirigé le laboratoire des nanotechnologies qui s'appelle le LETI avec Minatech. Et donc nous avions une très grande... et le LETI a encore une très grande expertise dans les télécoms, en particulier les systèmes hertziens. La différence fondamentale dans la 5G, c'est que la 5G, c'est un système où tout le réseau... toute l'intelligence est partout dans le réseau. Hein, dans la 2G, 3G, 4G, en fait, il y a une structure qui est la même, avec des équipements, je dirais, qui gèrent la sécurité et l'intelligence, qui sont dans le cœur du réseau. Donc, c'est quelques équipements, quelques serveurs. Dans la 5G, toute la sécurité et l'intelligence est partout. Et en plus, on est dans des systèmes complètement logiciels, hein, puisqu'on est dans la software radio, on est dans des systèmes totalement logiciels. Donc la sécurité est partout, et le réseau 5G est interconnecté complètement à l'Internet, via l'Internet protocole. Donc on a un concept très différent, ce qui entraîne, effectivement, qui change complètement la vulnérabilité du système. D'accord. Alors, comment garantir, justement, par rapport à ça, comment garantir un niveau élevé de cybersécurité quand on voit les risques qui sont annoncés? Donc dans les réseaux précédents, en fait, la sécurité reposait sur quelques équipements. D'ailleurs, en France, nous avions interdit que ces équipements cœur de sécurité ne soient pas agréés par l'ANSSI. Donc il y avait une procédure d'agrément. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information. Donc voilà, donc il fallait que ces cœurs de réseau soient agréés par l'ANSSI, ce qui a bloqué en fait le déploiement des systèmes Alcatel, des systèmes Huawei. Donc par exemple, Orange achetait des antennes, et les antennes, il n'y a pas de problème de sécurité dans les antennes, dans la 2G, 3G, 4G. Maintenant, dans la 5G, même dans les antennes, il y a des problèmes de sécurité. Et donc, pour moi, le problème de la sécurité dans la 5G est un problème extrêmement complexe, qui repose beaucoup sur énormément de logiciels. Donc il faut être capable d'analyser ces logiciels. Alors il y a des normes, hein. La 5G est complètement normalisée par l'UMTS, etc. Donc il y a beaucoup de cryptologie dedans, mais il faut est-ce qu'il y a des backdoors dans ces systèmes, ou est-ce qu'il y a plutôt des défauts de conception? Et je pense qu'actuellement, le gros problème, c'est que dans la méthode de développement des Chinois, d'une entreprise comme Huawei, on est beaucoup plus dans des défauts de conception que dans des backdoors. Et d'ailleurs, le laboratoire britannique que Huawei a créé avec le GCHQ a sorti un rapport récemment où il montre
qu'il y a un vrai problème de conception dans la 5G de Huawei. Alors, une question, parce que justement, est-ce que la 5G, aujourd'hui, est-ce qu'il y a de la place pour tous les... En France, on a, en 4G, on a toute une série d'opérateurs, hein, Bouygues, SFR, moi j'ai parlé Orange, on a parlé de Free et autres. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ou est-ce que ce système, il y a un ou deux opérateurs par rapport aux fournisseurs? Parce que c'est important pour au niveau français. Alors la 5G donc repose quand même sur ce qu'on appelle les cellules radio qui sont toutes petites. Donc ça va être des systèmes qui vont être essentiellement quand même dans les grandes métropoles ou dans des zones industrielles. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup de 5G à la campagne. Donc voilà, est-ce qu'il y aura 4 opérateurs en 5G? Je pense que les coûts d'investissement sont tels qu'il y aura sûrement peut-être pour la 5G des regroupements d'opérateurs. Moi je pense que cette affaire est une affaire majeure, mais pas tellement pour au-delà de l'aspect circonstanciel de la bataille entre Trump et Huawei, ça pose le problème de ce qu'on peut appeler la dissymétrie fondamentale qui s'est accentuée entre les pays occidentaux, les démocraties occidentales, et les pays autoritaires, et en particulier le plus avancé d'entre eux, la Chine. C'est-à-dire des pays, alors que nous-mêmes, nous n'avons cessé d'aller vers ce qu'on appelait, disons, une idéologie néolibérale, alors que, par exemple, nos grands industriels, Airbus, à la constitution duquel, tel qu'il est actuellement, j'ai participé il y a 20 ans et dans la suite, au départ, c'est l'action étatique, et ensuite qui a été relayée par le secteur privé. Alcatel est devenu, il faut le souvenir, en 1988, le numéro 1 mondial, et il est resté une quinzaine d'années numéro 1 mondial des télécoms. Et a disparu, malheureusement, corps et biens, absorbé, parce qu'il n'avait pas d'autre choix, par Nokia il y a peu de temps. Donc, pourquoi ? Alors, le développement d'Alcatel s'était fait aussi comme celui d'Airbus, autre part, aussi avec une impulsion de l'État. Il est évident que Huawei a bénéficié du marché national. Il bénéficie, il faut quand même le dire, et ça personne ne le conteste, du plus important effort d'espionnage qui n'ait jamais eu lieu dans l'histoire, qui est le cyberespionnage, auquel les Chinois ont procédé massivement à partir de la fin des années 90, donc dans les 20 dernières années, et dont la magnitude a été comprise par l'Occident que récemment, sans commune mesure avec ce qu'on disait au moment de l'opération Farwell sur le renseignement russe, etc. On est dans les ordres de grandeur 10, 100 fois plus importants de données technologiques ramassées. Et il y a en plus quand même des éléments juridiques qu'il faut rappeler. Il y a 2 lois fondamentales en Chine qui ont été prises au milieu des années 2010, il y a 2-3 ans. La loi sur la cybersécurité, qui fait que toute installation numérique, de quelque ordre que ce soit, présente sur le territoire chinois, le gouvernement a le droit absolu de savoir tout ce qui s'y passe, d'avoir accès aux données, d'obliger les données, quand elles sont collectées sur le sol chinois, d'être emmagasinées en Chine, et de communiquer les codes sources des logiciels utilisés. Et deuxièmement, la loi sur le renseignement, qui date de 2017, et qui fait obligation à toutes les entreprises chinoises, où il y a même une ambiguïté opérant sur le territoire chinois, ça va plus loin encore, d'accepter toutes les demandes que les services de renseignement, pas simplement de contre-espionnage, mais de renseignement peuvent leur faire. C'est juridique, c'est dans la loi chinoise. Et donc nous avons un ensemble, China Inc., en quelque sorte, parfaitement cohérent. Alors, je ne dis pas que Huawei est une entreprise d'espionnage, et effectivement, ils n'ont jamais été pris sur le fait, sauf sur des petites histoires de robots, etc. Bons, ouais. Et ils sont très bons. Mais je rappelle quand même cette maxime de Napoléon qu'en matière de stratégie, ce qui compte, ce n'est pas les intentions, mais les capacités. Or, avoir une entreprise qui est complètement à la merci ou sous la gouverne de l'État. Une question justement dans ce cadre-là. Est-ce que la 5G, alors en écoutant ce que vient de dire Jean-Louis Gergorin, est-ce que la 5G peut avoir des effets pervers du fait du haut débit, de la quasi-instantanéité, de la sécurité informatique, des flux financiers, de la protection des données? Est-ce que ça peut amener à des dérives incontrôlées? Ou alors est-ce que c'est une amélioration réelle dans tous les domaines et puis... Non, je pense que la 5G, c'est une vraie rupture. C'est-à-dire que la 5G apporte finalement une extension du réseau Internet sur tous les systèmes, en particulier tous les objets communicants.
Donc la 5G, je pense que va aller partout dans les usines, va aller dans les voitures, dans les smart cities. Hein, c'est vraiment le réseau qui va permettre à tous les objets, ce qu'on appelle l'Internet of Things, hein, de communiquer via ce réseau finalement herdien qui va voilà. Et c'est là où le danger, pour moi, est très fort. C'est qu'on a une augmentation énorme de la vulnérabilité de nos systèmes, puisque tous nos systèmes, on va être avec 50, 100 milliards d'objets interconnectés, et c'est la 5G qui va interconnecter ces objets. Donc si la 5G, par exemple, si la 5G de Huawei finalement sert à interconnecter tous ces objets, comment nous allons nous maîtriser cette sécurité ? Je pense que le problème, pour moi, c'est un problème de souveraineté, c'est-à-dire comment faire confiance finalement à Huawei pour mettre en place les bonnes pratiques de sécurité. Et on voit bien que le laboratoire, donc ils ont montré avec le GCHQ, hein, les Anglais ont dit OK, on accepte que Huawei se déploie en Grande-Bretagne, mais on monte un laboratoire qui s'appelle Huawei Cyber Security, SEC, et qui vient de publier récemment un rapport qui est assez critique, qui montre qu'il n'y a pas que de backdoor à la mode disons américaine Cisco, hein, mais il y a des problèmes de fond dans la conception. Et donc pour moi, le problème essentiel, c'est ça, c'est qu'on va avoir une interconnexion de tous nos systèmes, et la 5G va servir à interconnecter tous nos systèmes. Tout comme à peu près tous les pays du monde arrivent à se mettre d'accord autour de règles du jeu identiques pour jouer au football ou dans certains sports, et se mettre autour de la table, puis dans les stades, puis dans les... Est-ce que là, émanant de cette puissance économique, mais avec un gouvernement chinois extrêmement présent derrière, comment garantir, comment essayer justement de verrouiller, c'est un bien grand mot, mais de garantir cette indépendance et surtout cette autonomie et de ne pas se faire piller toutes ces informations entre les éléments connectés entre eux? Oui, Ce que je pense, c'est qu'il y a une double action de souveraineté de la part de nos démocraties, de nos États. La première, c'est, je reprends ce que disait Bernard Barbier, il y a des nœuds dans le système qui doivent être absolument protégés. On ne va pas quand même tout remettre à Huawei, donc à une entreprise qui dépend d'un gouvernement étranger, quelles que soient les bonnes relations qu'on a avec ce gouvernement. Et donc, il y a une nécessité d'identifier quels sont ces nœuds qu'il faut absolument protéger et d'investir pour le faire. Mais il faut que nos gouvernements soient prêts à le faire. Et si on prend le cas de la France, les ressources, mais je pense que Bernard Barbier pourra le confirmer, il connaît les chiffres par cœur, les ressources consacrées aux différents éléments de la cybersécurité en France, c'est-à-dire la protection que fait l'ANSSI, dont on a parlé, le renseignement cyber que fait la direction technique de la DGSE, le commandement cyber, ces ressources sont très inférieures à celles non seulement des gouvernements autoritaires, mais aussi d'un certain nombre de pays démocratiques, les États-Unis évidemment qui sont considérables, la Grande-Bretagne, le JCHQ qui regroupe à la fois l'ANSSI et le renseignement cyber a des moyens effectifs entre 2 et 3 fois supérieurs à ceux des moyens équivalents en France, Israël qui investit plus d'ailleurs en cybersécurité avec beaucoup plus de start-up que la France ou l'Allemagne, et que la France et l'Allemagne ensemble. Donc il y a un énorme effort à faire, notamment en France et en Allemagne, pour rattraper ce retard. Et ça, c'est une première chose. Et puis, il y a une stratégie industrielle. Il nous faut des champions européens. Personne ne s'en occupe. Personne, dans toutes les discussions dont on parle sur l'Europe, les débats, les campagnes européennes, eh bien, c'est vital que là où nous avons 2 ex-champions, Nokia et Ericsson, Nokia qui regroupe quand même dans ses forces vives d'ingénierie, elles sont très fortement en France, eh bien, personne ne s'occupe de les préserver. Et si ça continue avec les règles du jeu actuelles, Nokia et Ericsson soit devront baisser pavillon, soit seront rachetés par les Chinois, peut-être probablement par un autre Chinois. Ça sera la ruse suprême, ça sera qu'un autre groupe chinois rachète Nokia ou Ericsson. ZTE, par exemple. Donc il y a une stratégie industrielle de souveraineté à mener. D'accord. Oui, Bernard. Oui, je pense qu'il y a... En fait, on a des problèmes de fond. Moi, je m'intéresse beaucoup à la création de start-up, hein, et en particulier dans le domaine de la cyber. Et récemment, j'ai vu, il y a Wavestone qui suit les start-up, et il y a des chiffres qui sont pour moi totalement éloquents. C'est-à-dire qu'en 2018, en France, il y a eu, dans les start-up cyber, il y a eu 30 millions d'euros de levée de fonds. En Grande-Bretagne, 300 millions. D'accord.
aux États-Unis, 3 000 millions. Voilà. En Israël, 500 millions. Voilà. Ouais. Tout est dit. Et ça donne Quand on regarde, il y a une liste récente qui a été publiée par c'est pas Gartner, mais c'est l'équivalent américain. Parmi les 500 entreprises qui fournissent des produits importants cyber, donc il y a 7 entreprises françaises, 6 entreprises allemandes, 65 entreprises israéliennes, 46 entreprises britanniques, 140 entreprises dans la Silicon Valley. Vous voyez. Donc la France et l'Allemagne, dans le domaine de la cyberdéfense, n'existent pas. Est-ce qu'il y a des alliances? Et on a un problème de fond, c'est-à-dire qu'on a, au sein des États, on voit bien que l'État d'Israël consacre plus de moyens que l'État français, alors qu'Israël, c'est un tout petit pays. Les Anglais consacrent 2 fois à 3 fois plus de moyens que la France. Voilà, donc les États, pour se défendre eux-mêmes, à mon avis, n'ont pas les moyens qui vont bien. Et puis les entreprises, donc on est en train, on va avoir de la 5G chinoise, mais tous les outils de cybersécurité que les entreprises vont utiliser, elles seront israélo-américaines. Ouais. Donc là, on est en train complètement de perdre la bataille. Et pour moi, c'est fondamental. Messieurs, pardon de vous poser cette question de façon un peu... mais on fait quoi? On s'unit comment? Sous quel pavillon? Avec quel... Déjà, il y a une chose très simple à faire. Les chiffres que Bernard a mentionnés sont éloquents. Il faut que les Français et les Allemands se mettent ensemble, parce qu'ils sont également en retard. Ils sont qualitativement les ingénieurs dans ces différents organismes officiels ou ceux qu'on trouve dans les startups sont tout à fait au niveau. Ouais. Mais quantitativement, c'est très inférieur. Donc il faut déjà qu'on rassemble les moyens français et allemands. Et moi, j'ai été extrêmement déçu. On a renégocié le traité de l'Élysée, le traité fondamental de Gaulle-Adenauer, pour son 55e anniversaire. Et je pensais qu'on allait quand même l'actualiser. Je sais que j'ai fait partie, un certain nombre d'entre nous ont essayé de dire qu'il fallait l'actualiser dans des domaines qui ont un peu évolué depuis 1963. Et en fait, c'est-à-dire notamment tout ce qui concerne la cybersécurité et la cyberdéfense et tout ce qui concerne l'espace. Rien à faire, on n'a pas pu mentionner. On vient effectivement de dire, par exemple, que les Français, comme les autres d'ailleurs, essaient de contrôler le fait essaient de voir si le fabricant, dans son pays, est sujet à des lois qui l'obligent à transférer les informations, donc avec tout ce que ça représente. Mais on voit que les Français sont actuellement en train de voter une loi dans ce sens-là, mais on voit à côté les Allemands qui ont voté quelque chose de totalement différent, puisque eux disent il faut que dans la 5G, il y ait les opérateurs classiques, SFR, Orange ou autres à l'allemande, mais à côté, il faut également qu'on réserve une partie de la 5G spécifiquement aux entreprises allemandes pour éviter qu'elles soient piégées. Alors qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que c'est quand même très différent de la politique française. Effectivement, dans la 5G, je pense que l'évolution stratégique de la 5G, c'est permettre de déployer des réseaux dans les systèmes industriels. C'est-à-dire dans les usines, partout, grâce aux ondes radio extrêmement performantes de la 5G, on aura des réseaux industriels interconnectés. Bon, ce qui pose des problèmes de sécurité, puisque les Allemands ont compris que s'ils veulent complètement moderniser leurs entreprises, il leur faut absolument déployer la 5G. Mais ça veut dire que les réseaux de ces industriels vont être interconnectés via une technologie chinoise, par exemple, s'ils utilisent Huawei. Et donc, il faut absolument... Donc, les Allemands, eux, ont concentré, je dirais, leur souveraineté sur ces problèmes d'entreprise et de l'industrie 4.0. Donc, ils veulent légiférer sur le contrôle de la sécurité de ces systèmes de l'industrie 4.0. Alors, en France, en fait, il y a une loi qui est en cours, qui a été déposée au Parlement pour permettre à l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité de l'information, donc de contrôler. Donc les opérateurs ne pourront déployer des équipements que s'ils ont l'agrément de l'ANSSI. Mais là, on tombe sur un problème de moyens, c'est-à-dire que c'est des systèmes où il y a des millions de lignes de code, en fait. Donc, je dirais, contrôler des dizaines de millions de codes, c'est extrêmement compliqué. Et moi, j'ai bien peur que l'ANSSI n'aura absolument pas les ressources. Voilà. Donc il faudrait que ce soit au niveau européen, comme le disait Jean-Louis Gergorin. Je pense que là, il faut qu'on ait un coup. Au moins franco-allemand. Il faut qu'on s'associe en franco-allemand et que ce soit les deux pays qui donnent des agréments mutuels, donc reconnus mutuellement. Et il ne faut pas que l'Allemagne fasse le même travail que la France. On va dupliquer les mêmes travaux alors qu'on manque de ressources. Si on regarde les ressources dans ces domaines-là en Allemagne et en France, on a beaucoup moins de ressources qu'en Grande-Bretagne. Oui. Messieurs, pardon, avec ou sans 5G,
Nous allons bientôt devoir rendre l'antenne. C'est Alors, vrai. mon cher Alain, c'est à vous que les mots de la conclusion reviennent. Bon, d'abord, je crois que, parce que moi, je suis très content d'avoir pu dialoguer aujourd'hui avec nos amis, parce que, en définitive, on voit qu'on est devant un problème qui est d'une grande complexité et que vouloir le résoudre ou le simplifier, comme ça se fait un peu partout actuellement, en disant c'est une affaire d'espionnage ou c'est une affaire de pure technologie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je crois qu'il faut voir là-dessus que les Chinois ont su visiblement bien jouer, alors pour les raisons qui ont été évoquées, mais ils ont su, Huawei a su prendre une avance considérable et maintenant est en train de s'imposer. Et il va falloir qu'on trouve des solutions. Il va falloir que les Européens trouvent des solutions si on ne veut pas se retrouver en difficulté, parce qu'on risque progressivement de perdre pied si on ne met pas en place les sécurités que vous avez dites. Moi, j'en tire aussi une deuxième leçon, parce que de ce qui vient d'être dit et discuté. C'est que cette bataille commerciale, en définitive, elle se fait des deux côtés, hein, du côté américain comme du côté chinois, avec un partenariat public-privé extrêmement étroit au niveau des subventions, au niveau des lois, au niveau des protections, au niveau des appuis. Et on voit bien donc que dans chaque cas, les États s'impliquent pour soutenir leurs champions. Alors, moi, la question que je me pose par rapport à ça, quand je regarde l'Europe, puisque nous sommes en Europe, c'est de savoir s'il existe encore une place pour nos entreprises dans ce genre de bataille, quand on sait que, selon les grands principes de l'Europe, on les laisse se débrouiller toutes seules, hein, sans l'appui de l'État ou très peu, avec très peu d'appui de l'État ou de l'Europe. Donc, est-ce que nous sommes sur la bonne voie en laissant nos grandes entreprises seules face à une compétition qui devient une compétition mondiale de pays à pays? Merci beaucoup Alain, merci messieurs. À très vite pour une nouvelle émission éclairage, histoire d'y voir plus clair. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous y voyez justement plus clair.